Vous écoutez Habitat et Perspectives, les podcasts de Berval. Bienvenue à vous, merci de nous rejoindre dans ce tout nouvel épisode de notre série de podcasts consacrée à la construction et la rénovation de maisons. Aujourd'hui, on va vous parler d'un matériau très noble qu'on connaît tous, qu'on aime beaucoup et autour duquel il y a beaucoup de questions qui se posent. On va parler du bois. Merci d'être avec nous, David Lacroix, président de Berval. Bonjour Isabelle. Et avec nous également, Sarah Laroussi. Bonjour Sarah. Bonjour Isabelle. Vous êtes directrice générale du Centre national du développement du bois, le CNDB. David, pourquoi est-ce que vous teniez tellement à ce qu'on parle du bois aujourd'hui ? Parce que toutes les raisons sont bonnes d'en parler. La première, c'est que dans une démarche écologique, la RE 2020, la RSE, le bois s'inscrit pleinement. C'est un matériau qui est très peu marquant en termes de CO2. C'est un matériau qui est léger. Pour parler d'un exemple de la rénovation, quand on fait des surélévations, le bois, de par un poids mesuré, permet de construire un étage tout en respectant et en ayant un impact le plus faible possible sur les fondations. C'est un matériau qui permet des portées architecturales longues. Vous pouvez avoir des pièces avec une grande ampleur parce que le bois permet ça, ce qu'on peut moins avec des poutres en acier par exemple. Donc il répond à tous ces critères-là. Et puis le dernier point, qui est le plus indescriptible d'un podcast, un peu à l'instar de comment décrire ce que l'on vit quand on voit le Grand Canyon ou la Grande Muraille de Chine pour la première fois, le bois se vit avec bien-être. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une maison qui est en bois, que ce soit dans sa structure ou complètement en bois, il y a une forme de bien-être naturel qui s'en dégage. Et le bien-être, c'est important pour Berval, parce qu'on a déposé le concept de Hygge, qui est inspiré d'origine du Danemark et de la Norvège. Deux pays très présents dans la construction en bois. Et dans le bien-être. Et dans le bien-être, oui. Tout à fait. Et dans le Hygge, on a 5 piliers. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, le silence, la qualité de la chaleur et la présence de la lumière. Si vous ajoutez à cela une construction qui est faite partiellement ou totalement en bois, vous avez une forme de bien-être global qui est vraiment très efficiente. Le bois dégage une âme, finalement. Il y a quelque chose qui nous relie directement à la terre. C'est peut-être ça, cette notion de bien-être. D'ailleurs, on dit l'âme du bois aussi, dans les deux sens. Oui, il dégage une âme, il dégage une atmosphère de quiétude, de sérénité et de bien-être presque naturel. Donc, pour reprendre votre question, toutes les raisons sont bonnes de parler du bois, car il coche toutes les cases. Alors, Sarah, vous cochez toutes les cases pour répondre à nos questions sur le bois et peut-être pour déconstruire un peu des préjugés qu'on pourrait avoir, parce que quand on pense maison en bois, souvent, on pense encore la cabane au fond du jardin, le chalet de montagne, quelque chose d'assez rustique, et ce n'est pas que ça, loin de là. Tout à fait. En fait, les préjugés, on l'a dans dur, comme on le dit souvent. Donc, c'est vrai qu'au fil des années, le bois a souvent été, je dirais, du coup, associé au chalet, à ces maisons traditionnelles. Alors que le bois, aujourd'hui, apporte une grande part de modernité. On le retrouve dans énormément d'ouvrages. On peut citer dernièrement les ouvrages olympiques avec le centre aquatique olympique qui a été réalisé totalement en bois. Vous avez également d'autres ouvrages dans le cadre des JO, toujours qui ont été réalisés en bois. Mais au-delà des JO, on en retrouve dans des bâtiments accueillant du public tous les jours. Donc, c'est vrai que pour les mêmes raisons qu'évoquait David il y a quelques secondes, le bois aujourd'hui coche pas mal de cases. C'est un matériau décarbonant, c'est un matériau moderne, personnalisable. Donc ça, c'est un réel ajout. Une réelle valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'on peut le modeler un petit peu à sa convenance, dans le style qu'on souhaite lui donner. Et beaucoup d'architectes, du coup, s'amusent complètement du coup, à jouer avec les codes de ce matériau aujourd'hui totalement disponible. Et on parlait de l'âme du bois. Vous êtes viscéralement attaché à ce matériau. Ouais, pourquoi ? Complètement. En fait, moi, je suis montée dans le train ou tombée dans la marmite au choix il y a un peu plus d'une dizaine d'années, en découvrant en fait une filière avec des métiers. La filière forêt-bois, c'est 410 000 emplois sur l'ensemble du territoire. C'est plus que l'automobile. On incroyable, assez souvent. Non, c'est vrai. Ouais. Et en fait, ce sont des métiers de passion. C'est-à-dire que le charpentier, le menuisier, c'est des métiers de main. Aujourd'hui, la tradition
a fait place petit à petit à une innovation, mais une innovation raisonnée, où l'homme a toujours sa place à part entière. Donc la numérisation, le BIM et tout ce que cela a induit permettent aujourd'hui de construire en bois à plus grande échelle. Mais c'est vrai que la part et la place de l'homme sont tout aussi importants, que ce soit dans la ressource, donc la gestion durable de nos forêts, portée par nos forestiers au quotidien sur le terrain, à sa transformation dans ses différents usages, que ce soit en bois construction, là c'est le sujet aujourd'hui, mais également dans l'emballage, dans le carton, dans l'aménagement intérieur, dans le bois énergie, etc. Ça, on redécouvre la noblesse du bois, j'ai l'impression, aujourd'hui, et la noblesse des métiers liés au bois aussi. Oui, alors quand vous êtes dans la construction, c'est très important. Le rôle des artisans, des ouvriers, du travail manuel, c'est quelque chose qui se respecte, qui nécessite beaucoup d'investissement, qui ne sont pas toujours des métiers faciles, mais qui se respectent souvent dans la volonté de faire l'ouvrage bien fait. Vraiment, ça, c'est important. Alors, le bois peut avoir une expression au travers d'un châssis de menuiserie, mais ça peut être une charpente, ça peut être un escalier, ça peut être d'autres ouvrages. Les Compagnons du Tour de France, il y a des œuvres d'art qui sont magnifiques et réalisées en bois. Ça, c'est le premier point. Pour reprendre aussi ce que disait Sarah, il faut pas oublier que la France a un point fort. Elle dispose de très nombreuses forêts qui sont bien gérés et qui fournissent aussi un bois de proximité, pour reprendre encore les propos du RSE. Et puis, dernier point, Berval construit traditionnellement en parpaing, et on vient en bois, à la fois pour tous les critères, les choix qu'on vient de donner, et parce que ça nous paraît très cohérent de construire à la fois en parpaing et en bois, et de mixer les matériaux. Quels sont les avantages spécifiques du bois pour vous dans la construction ? Sa légèreté, sa rapidité de mise en place d'exécution, ses qualités intrinsèques écologiques, comme je vous disais tout à l'heure, les portées que l'on peut faire sur les pièces, son côté recyclable aussi, et tout ça ajouté, ça fait quand même beaucoup de points forts. Nous, on est ardemment sur 2 sujets. On est pour la fin de cette année 2024 sur la sortie de modèles en bois. On travaille avec un industriel sur ce sujet, et on veut montrer aussi en exercice de style que le bois peut tout à fait largement réaliser de très très belles maisons. Donc c'est sur ce point-là qu'on va être, et on réfléchit aussi dans une approche, je dirais, plus adaptée sur des structures en bois de petite taille, parce qu'on est convaincu. C'est les tiny house ? Oui, alors oui, c'est un les peu petites maisons, c'est l'esprit, mais c'est un peu à la mode. C'est l'esprit des maisons qui vont faire peut-être moins de 50 mètres carrés en général, parce qu'on pense qu'il y a une place sur ce marché. Alors peut-être pas tout de suite, mais à terme il y en aura une. La population française, sa démographie évolue. À l'horizon 2050, elle devrait stagner, si ce n'est régresser. La part des personnes âgées va grandir de plus en plus, peut-être même au point de suppléer la part des moins de 25 ans. Et donc on va être sur l'habitat qui va être encore plus individuel, avec peut-être des foyers de monopersones, avec une seule personne. Donc ce serait intéressant d'avoir des surfaces un peu plus réduites. Ça serait intéressant d'avoir des unités qui offrent le confort d'un habitat. En plus, le bois offre là aussi beaucoup de bien-être, qui peuvent être montées assez rapidement et offrir à chacun l'espace de vie. Et en plus, avec un matériau recyclable, donc un habitat qui est à la fois durable, mais qui est aussi transformable. Donc le bois coche encore une fois toutes les cases. Alors Sarah, je me retourne vers vous avec toujours cette envie de déconstruire certains préjugés, notamment le bois face aux contraintes climatiques, le bois, est-ce qu'il est adapté face à l'humidité, face au feu? On a toujours l'impression qu'une maison en bois, elle va cramer tout de suite, ou que quand il y aura trop d'eau, ça va moisir. Est-ce que ce sont des préjugés ou est-ce que c'est une réalité? Non, ce sont des préjugés, en fait, une fois de plus. Et les exemples parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a tous en mémoire vive ce qu'on a ressenti en voyant Notre-Dame brûler. Ça a été long. Et c'est vrai que en fait, cet émoi, il a duré parce que la charpente était en bois et que c'est un matériau en fait qui se consume, le bois. Quand vous mettez une bûche dans votre cheminée, le soir, vous savez que le matin, vous allez retrouver encore un petit peu de chaleur. C'est le même principe. Aujourd'hui, en fait, c'est le seul matériau qu'on peut maîtriser dans le cadre d'un incendie. C'est-à-dire qu'on a des calculs aujourd'hui qui permettent à des pompiers de pouvoir rentrer dans un bâtiment en feu et de pouvoir se dire « j'ai devant moi tant de minutes, tant de secondes pour intervenir ». Ça devient presque un allié en fait, des pompiers. Complètement. Incroyable. Complètement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, vous parliez d'humidité ou de conditions extrêmes. Il y a ce magnifique ouvrage que vous connaissez peut-être, en fait, qui est le Refuge du Mont Blanc, qui a été livré il y a une dizaine d'années. Alors, c'est vraiment un petit cocon qui a été posé
en fait, du coup, sur le Mont Blanc. Alors, les conditions, du coup, d'installation étaient extrêmes, hein. Tout a été téléporté par hélicoptère, enfin, avec un vent, comme vous pouvez l'imaginer, qui du coup, était assez contraignant. Mais l'équipement est 100% en bois. Et donc, ça explique bien que face à la neige, face aux conditions extrêmes, le bois est résistant, le bâtiment n'a pas bougé et ne bougera pas. Donc, c'est vrai qu'il y a aujourd'hui un matériau qui est en totale maîtrise avec les éléments. Alors, ce qu'il faut partout rappeler... dans n'importe quelle région? Pardon. Oui, alors on connaît Yep. aussi des situations dans des pays, je dirais, beaucoup plus ensoleillés ou avec des taux d'humidité beaucoup plus importants. Ce qu'il faut noter, c'est comme dans tout matériau, il y a des essences. Et David le faisait avec beaucoup de justesse, en fait, on parle des forêts françaises et on parle des bois français. Il y a plusieurs essences, plusieurs usages possibles. Et donc, en fait, ce serait peut-être un raccourci malheureux de se dire il y a un bois, un usage. Non, il y a plusieurs essences. Et en fonction des essences, il y a certaines essences qui sont adaptées à un usage en extérieur, d'autres pas. Vous avez des exemples à nous donner pour illustrer un petit peu? Est-ce qu'il y a un bois dont vous êtes plus friands l'un et l'autre? Je ne sais pas, une essence? Alors, après, tous les bois se valent et ont chacun, je dirais, leurs forces et leurs faiblesses. Aujourd'hui, moi, je parlerai bien sûr des essences qui sont disponibles du coup sur le territoire français. Comme le disait avec justesse une fois de plus, du coup, David, c'est vrai que la forêt française, elle est fortement présente. Les forêts françaises sont fortement présentes sur notre territoire. C'est un tiers de notre territoire aujourd'hui. Donc, les essences, elles sont multiples, mais elles sont principalement feuillues. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, on a des essences qui sont habituellement ou culturellement utilisées davantage sur de l'aménagement, sur de la menuiserie. Et petit à petit, en fait, on démocratise et on développe de nouveaux usages avec ces essences qu'on redécouvre structurellement. Oui. Donc, on parle entre autres beaucoup du peuplier, mais c'est pas la seule essence aujourd'hui qui se fait connaître, mais où aujourd'hui, en fait, le peuplier, historiquement, on l'utilisait pour certains recours, et aujourd'hui, on se rend compte que structurellement, il peut répondre à la construction de bâtiments ou de maisons. Donc voilà. David, vous aimez bien maintenant alors mélanger le bois à d'autres matériaux. C'est un peu ça l'idée, c'est d'intégrer le bois. Oui, alors déjà mélanger le bois avec d'autres matériaux, c'est aussi assurer une longévité au bois la plus lointaine possible, parce que du coup, vous en économisez aussi un peu la ressource, mais ça vous permet de l'incorporer dès à présent. Je trouve que d'un point de vue architectural et d'esthétisme et de design, c'est très beau d'avoir à la fois des parties bois apparentes et des parties qui peuvent être en pierre, par exemple, en d'autres parements. Et puis, troisième point, le bois, il s'associe de toute façon avec les matériaux de construction que l'on fait par ailleurs. Lorsqu'on construit une maison, le bois n'est pas toujours apparent, ça peut être la structure, et dans ce cadre-là, on peut le mixer avec des matériaux industriels. Je vais juste faire un clin d'œil historique. Vous parliez du bois et de l'essence qu'on préfère. Moi, j'ai une préférence, je sens. Oui, j'ai un petit coup de cœur. Alors peut-être que les puristes m'en voudraient, mais pour moi, le roi des bois, c'est chêne, qui est vraiment l'essence la plus majestueuse. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, où souvent la poutre centrale est en chêne, on avait l'habitude, quand c'était une maison neuve, de mettre une petite pièce de monnaie à l'intérieur de la poutre centrale, parce que c'est ce qui portait bonheur à la maison. Donc on associait déjà le bonheur et la durabilité avec la poutre centrale en chêne, pièce maîtresse, qui est appelée à durer et en fait à être là aussi la colonne vertébrale, la colonne solide de toute la famille. Là, on sent vraiment l'âme du bois mais quand je David suis en parle. Convaincue je vous sens fascinée. Complètement fascinée. Et c'est vrai qu'en fait, c'est un matériau qui a grandi avec les Français, au-delà des époques. Il faut pas oublier, en fait, souvent on me dit, on voit pas beaucoup, on voit de plus en plus de bois en Île-de-France, mais on n'en voit pas forcément beaucoup à Paris. En fait, il faut pas oublier que tous les bâtiments haussmanniens sont réalisés en bois. Les charpentes sont faites en bois. On le voit, oui, mais on le voit pas. On le voit pas, mais en fait, il est bien là, structurellement, il est bien là et il tient depuis pas mal d'années. D'ailleurs, deuxième clin d'œil historique, les premiers pavés parisiens étaient en bois. Parce qu'ils étaient inspirés de l'Angleterre et de Londres, et ils ont été ensuite progressivement remplacés par des pavés en pierre, parce qu'à l'époque, ils n'étaient pas traités et ils entraînaient un phénomène de glissement pour les sabots des chevaux. Donc le bois était présent dès l'origine et même avant.
et le bois est plus que jamais présent. Est-ce que vous, Sarah, vous avez des illustrations de projets récents de construction avec le bois? Oui, alors il y en a, on parlait des Oui. JO, on parlait de Notre-Dame, mais récent, il y a pas mal d'architectes en fait qui du coup se sont emparés du sujet aujourd'hui et qui livrent du coup et qui réalisent, qui conceptualisent des maisons avec du bois. En fait, ce qu'on en retient, c'est vraiment, alors je pense à une agence d'architecture Karavitz pour ne pas la citer, qui travaille le matériau d'une façon très très moderne, et je fais le lien du coup avec tout le travail mené par les maisons Berval. C'est vrai que il y a cette volonté qu'on arrive bien à percevoir à travers la ligne architecturale de l'agence, de vouloir remettre le bois au centre du confort familial, amical, de la rencontre. On a des espaces en fait de vie qui sont très très ouverts, très lumineux. On retrouve un petit peu ces mêmes, je dirais, besoins ou ces mêmes critères que dans les pays nordiques, où le bois est omniprésent. On a fait encore un voyage en Suède il y a quelques mois, et c'est vrai qu'on a visité, que ce soit dans les maisons ou même dans des bâtiments en hauteur aujourd'hui, où tout est conçu en bois, tout. On se pose pas de questions, quoi. En fait, il y a une ressource forestière disponible. Alors justement, est-ce qu'on a assez de bois? Oui. Est-ce que c'est un sujet, ça? Alors c'est une interrogation. Oui. À laquelle on essaie de répondre avec de plus en plus de chiffres. Aujourd'hui, en fait, on a les capacités européennes et même françaises de répondre du coup aux besoins qui vont en grandissant. Les parts de marché du bois sur de la maison individuelle, ils sont en deçà de 10%. Donc aujourd'hui, ça reste encore, je dirais, facilement... Mais si ça venait à augmenter, comme ça risque d'être le cas, hein, parce que quand on vous entend, on ne voit que des avantages. On parle beaucoup de déforestation dans le monde, d'une manière générale. Donc peut-être que je fais un lien qui n'est pas forcément approprié, mais c'est peut-être un préjugé aussi. Mais en tout cas... Complètement, Isabelle. Là, c'est un pur préjugé, c'est-à-dire qu'avec la médiatisation, le fait qu'aujourd'hui, l'information, elle circule très, très vite, il y a un amalgame qui s'est créé petit à petit dans la tête des Français en se disant, oh là là, si je consomme du bois ou plus de bois, je vais déforester. Alors, il ne faut pas oublier qu'en France, le code forestier fait foi, donc on ne consomme pas plus que ce qu'on prélève. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, en fait, les prélèvements sont contrôlés, les essences sont, je dirais, suivies. Alors, il y a tout un travail aussi, le travail de l'humilité du forestier, parce qu'on est face au changement climatique. Oui. Et là, c'est la seule donnée qu'on ne maîtrise pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un forestier, mais comme il le faisait il y a 50 ans, il teste les essences, il les plante aujourd'hui pour avoir un premier retour, peut-être dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Donc, c'est vrai que c'est aussi... On veut aller vite, mais c'est le temps long. Mais c'est le temps long, le temps des forêts. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des produits qui sont disponibles, on peut encore livrer des projets, je pense qu'on peut encore accélérer en fait du coup la présence du bois dans la construction, mais en même temps, on a ce travail qui est mené pour du coup permettre aux meilleures essences d'être les plus résilientes et les plus adaptées au changement climatique. Et si je puis me permettre de rebondir sur ce que vient de dire Sarah, sur à la fois la présence du bois dans la construction, mais également de sa pertinence avec des projets architecturaux. Chez Berval, on a une gamme de maisons très, très personnalisées qu'on appelle Signature, et on a sorti un catalogue de prestations. Dans ce catalogue, le bois a une présence. On a les fameux pavés en bois, dont je vous parlais tout à l'heure, on les commercialise. On a du bois brûlé du Japon, qui a un aspect très particulier, qui est très tendance. On a du parquet avec différentes essences de bois. Donc, le bois peut être structurel, le bois peut être apparent, mais le bois peut être aussi des touches dans la maison et apporter vraiment une différence de design qui est très importante. Est-ce que vous le recommandez, le bois, pour celles et ceux qui se posent la question, est-ce que je fais construire en bois ou pas? Est-ce qu'il faut y aller? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il faut aller sur le bois. Après, c'est une question globale. Est-ce que je le veux en termes de structure? Est-ce que je le veux sur des touches de prestations, comme je viens de vous citer? Est-ce que je veux que ma maison soit totalement en bois dans l'esprit d'un chalet? Suivant les possibilités, la région, ne pas oublier le plan local d'urbanisme sur l'aspect extérieur, le budget de ce que l'on veut faire, ça correspond plus ou moins. Mais le bois doit toujours, je pense, être dans une réflexion de logique de construction en disant, est-ce que je mets du bois, quelle place je lui accorde, et en discuter avec son constructeur ou son architecte. Le bois a toute sa place désormais?
Oui, complètement. Et puis, en fait, surtout une place durable. Et en même temps, alors c'est en fait durable et en même temps immédiate. C'est-à-dire qu'on a des enjeux à l'horizon 2030-2050 qui s'imposent à nous aujourd'hui. Il faut réagir. Avec l'échéance de la neutralité carbone en 2050. Exactement. Et du coup, le choix qu'on fait tous les jours, chacun et chacune, pour choisir les bons aliments, pour choisir les vêtements qui sont conçus, fabriqués à proximité de chez soi, devrait être un petit peu ce qui nous guide aussi dans le choix des matériaux pour notre maison, notre aménagement intérieur, notre mobilier. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir fait partager votre passion et vos anecdotes historiques sur le bois. C'était passionnant. Merci Sarah. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouveau podcast. C'était Habitat et Perspectives. À bientôt pour un prochain podcast.